Voyage en septembre-octobre 2008 vers la Turquie et les îles du Dodécanèse. Pour rejoindre la Turquie, nous traversons le nord de la Grèce et en profitons pour visiter les Météores, Thessalonique et la presqu'île de Citonia. Les Météores, ces monastères du XIVe et XVe siècle, sont construits au sommet du piton rocheux afin d'échapper aux Turcs et aux Albanais. Deuxième ville et deuxième port de Grèce, Thessalonique compte près d'1 million d'habitants. C'est une cité industrielle et commerçante sans trop de charme, mais surtout une ville d'art, connue pour la beauté de ses églises byzantines. Citonia est la péninsule du milieu, entre Cassandra à l'ouest et le célèbre mont Athos à l'est. Elle est restée encore assez sauvage, avec de nombreuses collines boisées de pins, de petites criques de sable, parfois bien cachées. Dans la brume, on devine le mont Athos, vu de Scythia. Magnifique petit archipel qui s'étend à 500 mètres de la côte à peine. Encore un magnifique petit village au début de la péninsule. Dernière ville côtière avant la Turquie. De la Turquie, nous ne visiterons que Istanbul, l'Anatolie centrale et la côte sud-ouest. Après quelques jours à Istanbul, nous irons visiter l'étonnant Cappadoce, puis les très belles villes de la côte sud-ouest. Arrivé en Turquie. Avant Istanbul, 40 km avant, nous trouvons un parking pour passer la nuit. Dans Istanbul, nous longeons le bord de mer jusqu'au parking situé en dessous de la Mosquée Bleue. Nous y resterons quelques jours. La mosquée Sultanahmet, l'un des monuments les plus connus du monde turc et islamique, est un modèle de l'art classique turc. La mosquée fut dénommée Mosquée Bleue à cause de la couleur de ses faïences émaillées. Elle fut construite entre 1609 et 1616. Considéré comme la 8e merveille du monde, le musée de Sainte-Sophie est identifié comme le plus beau monument de l'architecture mondiale et de l'histoire de l'art. La première basilique, de petite dimension,
fut érigée par l'empereur Constantin vers la moitié du IVe siècle. La mosaïque qui représente le Christ en majesté, l'empereur agenouillé devant lui serait Léon VI le Sage. Sainte-Sophie, après avoir été pendant 916 ans la première église et pendant 477 ans une mosquée, devint finalement, par ordre de Atatürk, un musée. Loge du sultan. Premier étage de l'église Sainte-Sophie. Empereur Alexandre. Archange Gabriel. La Vierge tenant l'enfant Jésus entre l'empereur Jean d'Épomène et l'impératrice Irène. Fontaine aux ablutions. Font la mosquée bleue. Porte royale de l'église Sainte-Sophie. Le soir à Istanbul. Qui est dans les jardins. Du vaste palais de Topkapi, situé sur l'acropole, vue imprenable sur la mer de Marmara, du Bosphore et de la Corne d'Or. Istanbul étant devenue la capitale de l'Empire ottoman, ce palais fut construit en 1470. La plupart des objets exposés dans ce palais, devenu musée en 1924, sont des chefs-d'œuvre uniques au monde. Les cuisines. La salle des trésors est au fond du parc, du jardin. Bibliothèque, seulement pour lire les livres. Petite fontaine de la bibliothèque. À gauche-ouest. Dans le jardin du palais, petit bras du Bosphore. Quartier de la Reine-Mère. Cagadou à la turque, avec des robinets en or. Pièce du sultan. Appartement du sultan. Chambre du sultan ou de la Reine-Mère. Appartement du sultan, dépendant. Appartement du sultan, vue de l'extérieur.
De nouveau, un petit coup d'œil sur les cuisines. Une partie du harem vue de l'extérieur. Hall impérial. Sortie de Topkapi. Maison de bois. Contre les remparts du palais du sultan. Maison en bois avant restauration. Prochain départ sur le Bosphore demain par ce bateau. Départ en bateau pour la visite du Bosphore. À l'arrière du bateau, la mosquée de Suleiman le Magnifique. Pont Galata. Sur le Bosphore. Sur la droite, le palais de Dolba Maché. Ce somptueux palais baroque du XIXe siècle est un symbole de la puissance ottomane. Au pied du pont du Bosphore, le faubourg Ortaköy a conservé une atmosphère de village. Sur la gauche, la forteresse de Roumélie. Mehmed II éleva cette forteresse en 1452 au point le plus étroit du Bosphore pour préparer la conquête de Constantinople. Direction Mer Noire. Ce bateau termine le Bosphore et arrive à la mer Noire. On monte à la forteresse Joosks. Le Bosphore et au fond la mer Noire. Repas sous la citadelle vénitienne, terminus du Bosphore. Demi-tour et nous revenons dans le port de départ à Istanbul. Rive Asie du Bosphore.
l'Asie. Côté sud, avec vue du canal du Bosphore. Mosquée Eminonu Yenikami, 1597-1663. La citerne basilique. Même les chapiteaux des colonnes, les 336 colonnes sont décorés. Tout le monde attend le signal de la prière du soir pour commencer à manger. Nous commençons la visite par la petite Sainte-Sophie. Ajout de l'entrée, un portique surmonté de petites coupoles. Église byzantine construite au VIe siècle. Convertie en mosquée au XVIe siècle, le dôme repose sur 8 piliers qui dessinent un octogone inscrit dans le rectangle des murs extérieurs. Ruelle au-dessus de la petite Sainte-Sophie. Soukoulou Mehmet Pacha, qui est une des plus belles mosquées de la ville. C'est la fille du sultan qui avait épousé le grand vizir Soukoulou Mehmet Pacha, qui commanda cette mosquée, construite en 1571. Mosquée La Lélie, du style baroque dans les corniches. Université de Istanbul. Sabahın okuyamadığımız bir lavuk vardı ya. Le Grand Bazar est le marché couvert le plus ancien et le plus vaste du monde. C'est un immense labyrinthe
de près de 60 ruelles et de plus de 40 000 boutiques. Du XVe siècle, il reste 2 bâtiments centraux aux murs épais recouverts d'une série de coupoles. Nous visitons le palais Dolmabahçe, palais présidentiel d'Atatürk. La tour de l'horloge et la mosquée se font face, toutes deux de style baroque et néoclassique. Nous pouvons voir l'entrée qui s'appelle portail impérial à travers les grilles, la fontaine aux cygnes. En 2010, Istanbul, capitale européenne de la culture. Rue Istiklal, rue Galip Dede. La tour de Galata, tour de guet, fut d'abord édifiée par les Vénitiens, puis occupée par les Génois. Petite tour en bateau sur la Corne d'Or. Nous embarquons à Karakol pour Eyüp. Soliman le Magnifique, en réfection. De nombreux arrêts sur chaque côté de la rive pour desservir la population. Deuxième pont. Arrivé au troisième pont. L'extrémité de la Corde d'Or est un cul-de-sac. Je suis Lyonnais, je suis André. Toujours dans le marché aux épices. Après un séjour éblouissant à Istanbul, le 12 septembre, nous quittons la ville. Nous partons directement vers la Cappadoce, qui fait partie de l'Anatolie centrale. Nous passons à proximité d'Ankara, mais sans nous y arrêter. Arrêt déjeuner à 150 km d'Ankara. Des milliers d'années avant notre ère, une activité volcanique importante a recouvert 20 000 km². Le volcan éteint, la région subit une grande érosion
qui draina les terres et mit à découvert les rochers durs et caillouteux du Cappadoce. Notre camping est situé sur un promontoire exceptionnel. La présence de l'homme dans cette région est très ancienne. On a retrouvé un site d'âge néolithique remontant à 9 ou 10 000 ans. Lors de l'érosion, certains cailloux restés sur des rochers plus grands ont donné naissance aux cheminées de fées. Pour fuir la pression arabe, les chrétiens se réfugièrent dans la vallée de Guérémé, devenue un musée en plein air extraordinaire. On évalue le nombre d'églises à 400 environ. Du 6e au 9e siècle, ce fut le plus grand centre de la chrétienté. Nous sommes dans la chapelle Sainte-Basile qui a été bâtie au XIe siècle sur un plan rectangulaire. Ensuite, église Charikli, l'église aux sandales. Très beau Christ Pantocrator. Les évangélistes peints dans les médaillons. L'église Sainte-Catherine du XIe siècle. Multiplication des pains. Vue de l'église sombre. Cuisine, dépôt, salle à manger. Église Saint-Onifrius. Christians in Istanbul. This place. Réfectoire. La chapelle de Sainte-Barbe. Moitié du XIe siècle. Église à la pomme, creusée dans la roche. À proximité, petit resto sympa où la serveuse nous fait une démonstration de danse. Église à la boucle. Musée des églises. Vendange dessous le camping. Après le musée, nous visitons la région. À Urgup, on peut admirer la famille des cheminées de fées. Le père, la mère, l'enfant, le grand-père et la grand-mère. Ancien village de troglodytes. Arrêt devant le hammam de Urgup.
Maison de Mustapha Pacha, en restauration. Université. Intérieur de l'université. Mustapha Pacha. Façade de maison, à côté de la maison grecque. Visite de vieilles maisons grecques. Nous sommes à la vallée de Devrent. Il y a une époustouflante concentration de cheminées de fées. Une vallée au paysage lunaire avec des formations de toutes les couleurs, au ton rose, vert, ocre, jaune et blanc. Petite promenade à pied entre Chavushin et Uçhisar. Cappadocia, symbole, Love Valley. Love. Évidemment, on peut trouver toutes sortes de formes dans ces rochers. Voilà le chameau. Bureau de la police. Nous sommes à Selve, nous visitons le site de Pachabar, avec ses cheminées extraordinaires. Et dit par le guide dans son anglais, Çimli Paşaba. Zelve Paşaba. Les trois symboles de la Cappadoce sont l'abricotier, le vin et les pommes de terre. montez. Six kilometre walking, Love Valley, finish Uçhisar Castle. Exploitation dans la Love Valley. Pique-nique sous un abricotier avec un fond de cheminée. Les habitants d'Avanos perpétuent la tradition de l'artisanat de la poterie et de tapis traditionnels. On peut changer un petit peu des couleurs ou des dessins. Tapis de laine, coton mercerisé, tapis kurde, pure laine d'agneau. En Cappadoce, il y a 36 villes souterraines qui servirent de lieu sûr aux premiers chrétiens. Ici, la ville de Kemakli. Cuisine, où ils pilaient les graines dans les trous. La particularité d'Uçhisar est de pouvoir, du haut de sa citadelle, contempler le panorama unique de toute la région de Gourémé. La vallée des pigeons. Uçhisar. Détails sur les pigeonniers. Et nous voici en haut de la citadelle d'Uçhisar. Tout en haut, un groupe de jeunes chante et danse. Lundi matin, nous promenons dans le village de Gourémé. Chaque coin de rue nous réserve de beaux points de vue.
derrière Goremeux. Il est 12h45. Nous visitons la ville d'Avanos, ville de poterie et céramique. Visite d'une magnifique exposition de tapis dans un caravansérail. Rivière de Avanos. Ce caravansérail a été construit au XIIIe siècle. Il y a un portail absolument superbe, avec au-dessus une minuscule mosquée, dans la grande cour des alvéoles régulières qui abritaient les chameaux et les chevaux. Les hommes dormaient dans la grande salle du fond. Dans une vallée profonde, l'ancien village de Zelve exhibe les plus belles et les plus variées cheminées de fées de la région cappadocienne. Habité à l'origine par les chrétiens, il servit ensuite à la population turque, mais dut être vidé en 1950 à cause de l'effet de l'érosion. C'est maintenant un musée très visité et apprécié par les touristes. L'intérieur de l'église. Mardi 16, nous quittons le camping Kaya de Goremeux pour nous diriger vers Antalya. Nous nous dirigeons vers le sud et rejoignons Béchir. La mosquée Esrefölglu date de 1297. La salle de prière en bois compte 48 colonnes de bois et un mihrab tapissé de mosaïques et de céramique. Plus au sud, nous nous dirigeons vers le vieux village de Civizli où nous ferons étape. Voilà donc la rue en enfilade à Civizli, maison de Hussein. Rencontrée la veille au soir au centre du village. Enfin, nous arrivons sur la côte méditerranéenne à Sidé, ville fondée par des Grecs au 7e siècle avant Jésus-Christ. Puis, non loin de là, à Aspendos, nous visitons le théâtre romain remarquablement conservé, construit en 162 après Jésus-Christ, par l'architecte Zénon, sous l'empereur Marc Aurèle. Au-dessus du théâtre, en moins bon état, l'agora. Le minaret cannelé, le symbole de la ville. Fondée en 159 avant Jésus-Christ par le roi de Pergame Attal II, Antalya prospéra aux époques romaines, byzantines et seldjoukides avant de passer sous la domination ottomane en 1390. La porte d'Adrien, érigée en l'honneur de la visite de l'empereur Adrien à 130 après Jésus-Christ, cette porte se compose de 3 baies voûtées, précédées de 4 colonnes corinthiennes. Le nouveau fiancé d'André. L'empereur Adrien.
Avec près de 2 millions d'habitants, Antalya est une ville très importante. Elle est devenue également très touristique. Et des maisons pas encore restaurées. Le minaret tronqué est une tour décapitée près des ruines d'un ancien temple grec qui fut transformé en église puis en mosquée. La tour ronde Idirlik ou Udurluk du IIe siècle avant Jésus-Christ qui servait de phare à l'époque romaine. Nous avons traversé le parc Karaağalioglu. Magnifique port d'Antalya. Nous quittons Antalya et nous nous dirigeons vers la côte est, la mer Égée. Mais tout d'abord, nous ferons une escale à l'intérieur pour visiter Pamukkale et Hierapolis. La région égienne compte plus du tiers de la population turque. La vie y est plus occidentalisée qu'ailleurs et la région est riche en sites extrêmement intéressants. Nous visitons le site de Pamukkale. Cet endroit est entièrement recouvert de travertins, ayant l'aspect d'un château fort, auquel il doit son nom, château de coton. On grimpe aux ruines, avec le plaisir indicible de la mélodie des eaux, qui, en coulant, forment des vasques de part et d'autre de la montée. Au sommet, nous entrons dans les restes de Hierapolis. Vers la nécropole et les anciens thermes du Nord. Et au fond, le théâtre. Visite de l'antique cité de Hierapolis. Le théâtre. D'une maison d'une famille aristocratique. Le théâtre date du IIe siècle après Jésus-Christ, du temps d'Adrien. La scène fut transformée au IIIe siècle sous Septime Sévère. Les colonnes de la façade sont surmontées de panneaux où se trouvent représentées des scènes mythologiques décrivant Apollon et Artémis. Martyrium, où fut crucifié Saint Philippe. Ce martyrium fut construit à la fin du IVe siècle. Les 4 côtés du martyrium ressemblent à une structure à double croix. Ils sont entourés de 8 chambres. La petite nécropole. Une église près de la porte nord. En dehors de la ville se trouve la nécropole. Ce cimetière bordant les routes était traditionnel chez les Romains. Plus de 1000 tombes. Porte Domitien. Le plus important tombeau de la nécropole nord. Élément d'un pressoir à huile d'olive. Les latrines parallèles à la rue principale. L'agora, 170 mètres de large, 250 mètres de long. Porte byzantine.
Nous pique-niquons au bord du calcaire du Pumakale et nous vautrons délicieusement dans ces sources chaudes. Dès 5800 ans avant Jésus-Christ, le site était un sanctuaire où les agriculteurs du néolithique vénéraient la déesse mère de la fertilité et des récoltes. Par la suite, le site fut consacré à Aphrodite, la déesse de l'amour. Tétrapile. Cette porte du IIe siècle, l'un des trésors d'Aphrodisia, a été restituée avec 4 groupes de colonnes corinthiennes. Le temple d'Aphrodite. 14 de ces colonnes ont été redressées. Les colonnades latérales que l'on voit ici devinrent la nef de la basilique chrétienne. Achevé au 1er siècle avant Jésus-Christ, le temple était le cœur d'Aphrodisia. Il fut ensuite transformé en lieu de culte pour les chrétiennes. Murs et colonnes furent détruits pour agrandir l'édifice. Stade d'Aphrodisia. C'est un des mieux conservés de Turquie. Il mesure 250 mètres de long, 34 mètres de large et pouvait contenir 20 000 spectateurs. On y pratiquait les jeux du cirque. 2, 3, partez! Nous sommes au petit théâtre L'Odéon, un petit édifice de 1000 places qui est dans un état de conservation impeccable. Les thermes d'Adrien. Les chambres. Début de l'Agora Sud. Enfin, le théâtre, achevé en 27 avant Jésus-Christ, fut réaménagé en 200 après Jésus-Christ afin d'accueillir des combats de gladiateurs. Travaux de restauration. Tête d'Apollon. De Aphrodite. Une autre tête de Aphrodite. Nous nous dirigeons vers Bodrum, au bord de la mer Égée. Bodrum, ancienne cité dorienne, abritait le célèbre mausolée construit par Mosol en 375 avant Jésus-Christ. Les remparts, également élevés par Mosol, furent détruits en grande partie au IVe siècle avant Jésus-Christ lors du siège d'Alexandre le Grand. Autoparc de Bodrum. Le port le matin, en face de notre parking camping. Château de Bodrum. Mausolos, Artémis et Rhodos. Château de Bodrum. Construit en 1406 par les chevaliers de Saint-Jean. Un chantier naval fut construit au XVIIIe siècle par les sultans ottomans qui s'efforcèrent de ranimer la puissance navale de l'Empire. La Bodrum moderne fut le berceau du tourisme en Turquie. Elle compte actuellement près de 40 000 habitants. Le château vu de la plage. Nous quittons Bodrum pour Éphèse.
à l'ouest des terres appartenant à la République turque et dénommée Asie mineure ou Anatolie, à 6 km de la mer Égée, dans la région historique de Selçuk, se trouve la célèbre ville d'Éphèse. Ce nom nous rappelle non seulement la ville elle-même, mais aussi les lieux historiques où vécurent Artémis, Saint Jean et la Vierge Marie, et où se rendent en pèlerinage depuis plus de 2000 ans les croyants du monde entier. Nous sommes à l'intérieur de l'église Saint-Jean, au-dessus de l'église Saint-Jean, la forteresse, village de Selçuk, la mosquée du village. Sur la porte, un des combats d'Achille. Lundi 22, nous visitons le site d'Éphèse. Au départ, les thermes de Varius, l'Odéon et l'Agora. À côté du temple de Domitien, la fontaine de Domitien, et à côté, la tombe de Pollio. Monument de Mémus. Bas-relief de Nis, déesse de la victoire. Dans sa main droite, un épi de blé, dans sa main gauche, une couronne de laurier. Avenue des Courettes, vue donnant vers le bas, un peu avant l'enseignement, entre le mont Pion et le mont Coressos. Doctoresse, sans tête, ruine de Trajan, et toujours la fontaine de Trajan. Toujours avenue des Courettes, le temple d'Adrien. Les thermes de Scholastica. On y trouve la statue de la femme qui fit restaurer ces thermes, qui étonne encore le monde et provoque son admiration. Maison des riches, construite en terrasse. Temple d'Adrien. Mosaïque en face du temple d'Adrien. Latrine. La porte d'Adrien, ensuite la bibliothèque Celsius, début du IIe siècle de notre ère. La bibliothèque Celsius se situe au début de l'avenue de Marbre. Statue de la sagesse. Statue de la vertu. Porte de Magéus et Mithridate. On peut remarquer gravé dans le marbre des inscriptions magnifiques en grec et en latin. L'agora commerciale. Au 1er siècle après Jésus-Christ, Néron construisit le Grand Théâtre. Puis les empereurs Claude et Trajan le modifièrent pour qu'il puisse contenir 25 000 spectateurs. Entrée de la maison close. Salle d'accueil, au fond, les petites chambres. Bain de Varius. Après la porte d'Héraclès, la fontaine de Memnus. Memnus. Rue des Courettes. Haut du gradin de l'Odéon. Nous rejoignons la mer Égée et nous nous dirigeons vers Chechme. Cette ville de 20 000 habitants est une station idéale pour la promenade, la navigation, les plaisirs simples de la vie. Elle offre de bons restaurants et son ambiance cosmopolite et tolérante attire des artistes de niveau international. Monument principal de la ville, le château Saint-Pierre, construit par les Génois au XIVe siècle, était un puissant symbole de commerce dans l'Italie de la Renaissance. Nuit passée au port. Extrémité du port. Pacha Hassan. Un des derniers bains en Turquie. En attendant le ferry pour les îles grecques, nous visitons la région de Chechme.
Petit bain thermal à côté de Tchèchme. Eau à 35 degrés au moins. Jeudi 25 septembre, nous sommes toujours à Tchèchme. Nous faisons le tour avec le bateau Grand Star qui nous emmène faire un tour dans différentes petites îles. Patrick dans le lagon bleu. Hayır niye vereyim canım Allah Allah. Vendredi matin, au réveil, une surprise nous attend. Nous partons enfin pour Kios et déportons à 15 heures. Au revoir la Turquie. À seulement 8 km de la Turquie, Chios fait partie des îles grecques du nord-est de la mer Égée. La physionomie actuelle de cette île prospère depuis l'Antiquité est largement marquée par le Moyen-Âge, sous la domination des Génois, qui contrôlaient le commerce fort lucratif du mastic. Pyrgi est renommé pour ses maisons ornées de décorations xista ou griffées. Ce village produit toujours du mastic, qui est une résine utilisée autrefois comme base de peinture, de cosmétiques et de médicaments. Aujourd'hui, le mastic sert à produire de la pâte à mâcher. Situé au sud-ouest de l'île, Mesta est le village du mastic le mieux préservé. Plus au sud, l'île de Samos, colonisée très tôt en raison de ses richesses naturelles et de son accès facile. Samos devient une importante puissance maritime au 7e siècle avant Jésus-Christ. Au 19e siècle, l'île connut la prospérité grâce au tabac et au commerce maritime de l'île. Elle fut rattachée à la Grèce en 1912. Brève escale au nord de Samos, dans le joli petit port de Kokari. Nous contournons l'île de Samos par l'ouest, puis par le sud, d'où nous pouvons voir le mont Kerketef, 1400 mètres d'altitude, point culminant de la mer Égée. En arrière-plan, la Turquie. Nous nous dirigeons vers le sud et rejoignons Galimnos, la première île du Dodécanèse. C'est un chapelet d'îles, avec ses plages superbes et son climat chaud, qui s'égrène le long de la côte turque. Elle attire quantité de visiteurs. Kalymnos, l'île des pêcheurs d'éponges, s'enorgueillit d'une histoire très ancienne. Elle compte des vestiges du néolithique. Les habitants de l'île sont connus pour la résistance qu'ils opposèrent aux envahisseurs successifs. Après une brève escale, nous y reviendrons plus tard, nous nous dirigeons vers Kos. La tour à l'entrée du port. La nuit. Filmer le pastre grec. On ne se rend pas compte que je suis en train de filmer. Camping à Kos au port. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, Kos était une puissance marchande qui déclina après l'arrivée des Romains, en 130 avant Jésus-Christ. Les chevaliers de Saint-Jean y régnèrent à partir de 1315, suivis par les Ottomans de 1522 à 1912. L'île fut ensuite occupée par les Italiens et les Allemands avant d'être rattachée à la Grèce en 1948. Il y a de nombreux restes romains. Ancien hippodrome.
Petit Odéon, Acropole. Le gymnase et ses 17 colonnes doriques restaurées. Ceci est peut-être l'acropole. Michel-Ange. Un rare des minarets de Kos. Ancien arbre de Hippocrate. Fontaine près de l'arbre d'Hippocrate. Le tronc de l'arbre d'Hippocrate. Temple d'Héraclès. Partons pour la visite de l'île. Ou la Paradise Beach. Et en contrebas, le village de Cafari, église byzantine de Képhalos. L'extrémité ouest de l'île de Kos. Le soir, nous dormons à Mastichari, au nord de l'île. Mardi 30 septembre, à 9h, nous avons pris le bateau pour aller à Kalymnos. L'île des éponges. Telandos. Myrties. Escalade à Arginoda. Le long de la côte après Arginonda. Nouvelle route. Voilà, donc on va arriver à Pilly, vue de Zia. Une petite maison toute simple. Une des maisons tout en haut de Zia. Zia.
Adios Dimitries. Donc, les thermes sur la côte sud de Kos. Voici les thermes vus de la taverne. Kos, vue du site grec. Arrivé au port de Syros. Rhodes, l'île d'Émeraude, se trouve au sud-est de la mer Égée, au carrefour de l'Orient et de l'Occident. Il s'agit de la capitale de l'île la plus vaste du Dodécanèse, qui compte environ 200 îles. Rhodes, tout comme certaines de ces îles, fit surface à la suite de secousses sismiques très anciennes. Village de Siana. De l'Antiquité à nos jours, Rhodes connut toujours une population importante. Cela est principalement dû à la combinaison de son climat tempéré, de la fertilité de son sol et à la situation géographique de l'île qui en firent toujours un lieu attrayant. Arrivé à la pointe sud de l'île de Rhodes. Entrée dans la ville par la porte de la Liberté. Musée des arts décoratifs. Rue des Chevaliers. L'ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem a occupé la ville de 1309 à 1523 et a entrepris de la transformer en place forte avant qu'elle ne passe successivement sous domination turque et italienne. Agia Triada ou chapelle française. La Haute-Ville est l'un des plus beaux ensembles urbains de la période gothique, avec le Palais des Grands Maîtres, l'hôpital et la rue des Chevaliers. Cette arche d'une petite rue touche l'auberge d'Espagne. Le Palais des Grands Maîtres, juché au point le plus haut de la citadelle, est imposant par ses dimensions et sa puissance défensive. Après destruction du Grand Palais en 1865 à la suite d'une explosion, les Italiens rebâtirent le palais sur les ruines de l'ancien édifice, s'efforçant de rendre une copie aussi fidèle que possible, et l'achevèrent en 1940. Les revêtements du sol sont d'admirables mosaïques des périodes hellénistes et romaines, originaires de Kos. Les statues qui ornent la cour intérieure du palais sont également de la période helléniste. Mosquée de Suleiman. Dans la basse ville, l'architecture gothique coexiste avec des mosquées, des bains publics et d'autres édifices construits durant la période ottomane. Tour de l'horloge du bourg. Rue Sainte-Fénouriou. Fontaine de la mosquée de Recep Passa. Reste d'un mur de fortification byzantin. Porte Saint-John Castinou. Porte Castinou intérieure. Ce qu'il reste de la synagogue. Reconfiguration de l'église de la Vierge du Bourg. Quittons la ville de Rhodes pour visiter l'île. Clocher de Koskino. Village.
à la sortie de l'école. Petit arrêt à midi à 10 km sur la côte est. Terme de Kalitea. Les terrains avant et même vue maintenant. Entrée du château. Dominée par le palais des grands maîtres, la cité médiévale est entourée de douves et de 4 km de remparts. 11 portes s'ouvrent sur la vieille ville, qui regroupe le Colatium et le bourg. Le Colatium est le quartier des chevaliers. Dans le bourg vivait le reste de la population. Musée d'archéologie. Ce musée est installé dans l'hôpital des chevaliers. Entrée du musée. Armoirie de Pierre Cullen. Décoration sur pierre tombale. La pièce la plus connue est l'Aphrodite de Rhodes, sculpture en marbre du 1er siècle avant Jésus-Christ. 2e siècle avant Jésus-Christ. Tête d'Hélios, dieu du soleil, date du 2e siècle avant Jésus-Christ. La grande stèle funéraire de Crito et Timarista représente la fille, cheveux courts, qui caresse l'épaule de sa mère, Timarista, qui est déjà représentée comme hors du monde des vivants. À l'entrée du nouveau port. Il y a quand même une mosquée en état à Rhodes, sur le port. Cimetière turc. Lindos. L'histoire de l'île de Rhodes remonte aux temps obscurs des légendes. Depuis la haute antiquité, de nombreux peuples s'y succédèrent. Telchiniens, Cariens venus d'Asie, Phéniciens, Minoens venus de Crète, Achéens originaires de Mycène, occupèrent l'île jusqu'à 1400 avant Jésus-Christ. Quelques siècles plus tard, les belliqueux doriens y développèrent les 3 villes, Lindos, Lalisos et Camiros. Ici, Lindos est la ville antique la mieux conservée. Elle est devenue extrêmement touristique. Ancien théâtre dans le village de Lindos.
pour revoir l'Indos. Vers 450 avant Jésus-Christ, la confédération des trois plus grandes villes, Camiros, Lalisos et Lindos, décidèrent pour des raisons de sécurité de fonder une nouvelle ville, Rhodes. À cette époque, Rhodes connut une prospérité extraordinaire. Les Rhodiens promulguèrent une loi, le Code maritime des Rhodiens, code de droit maritime international qui compte parmi les plus grandes œuvres juridiques du monde et qu'adoptèrent les Romains et plus tard les Byzantins. Amphithéâtre et peut-être champ de course. Départ de Rhodes en bateau pour Symi. Première étape à l'ouest de l'île, à Parnomitis. Avec ses montagnes qui descendent abruptement jusqu'à la mer et forment des criques magnifiques, Symi est l'une des îles les plus pittoresques de l'archipel du Dodécanèse. Le monastère, curieux alignement de maisons. On contourne l'île de Symi par l'est. Et nous atteignons le village d'Ano-Symi qui s'étend sur 2 collines pour former une véritable ville. Au début du XXe siècle, Symi comptait 30 000 habitants. Elle était la capitale du Dodécanèse et en même temps le plus grand centre de pêche d'éponges du monde. De réparation navale. 10 octobre, lieu de pique-nique et de baignade. Et le voilà sorti. Lise Agios Georgios, 19e siècle. La criée à poissons. Nous quittons Symi. Et voici notre résidence à l'hôtel Capsis. Au-dessus de notre résidence, les ruines de l'antique Camiros sont qualifiées par d'aucuns comme la Pompéi de Grèce. La ville fut construite par les Doriens, de même que Lalisos et Lindos. Contrairement à Lindos qui acquit un prestige commercial et maritime considérable, Camiros demeura replié sur une économie strictement agricole. Il semble que Camiros ait connu au VIe siècle avant Jésus-Christ une prospérité enviable. Exédra, sur la place de l'Agora, devant le temple des dieux.
route d'Ampona à la vallée des Papillons. Dernière nuit passée à Rhodes, au New Karimos. Adieu Rhodes. Sur le chemin de retour, nous revoyons avec plaisir le Péloponnèse que nous avions vu en 1982. Nobly a perdu un peu de son authenticité, mais le site reste absolument superbe. La petite cité de Leonidio semble sommeiller depuis des siècles et subit modérément l'invasion touristique. On y cultive une bonne partie des aubergines que l'on trouve en Grèce. Situé au sud-est du Péloponnèse, le célèbre village de Monemvasia se divise en fait en deux parties. Un village médiéval, caché derrière un promontoire rocheux, et en face une petite ville moderne, reliée à l'ancien village par une longue digue. Place forte byzantine, elle fut conquise par Guillaume de Villehardouin en 1249. Monemvasia passa ensuite entre les mains du pape, des Vénitiens et des Turcs jusqu'en 1821. C'est aussi le lieu de naissance du grand poète Yannis Ritsos, 1909-1990. Petit pique-nique à midi à Monemvasia. La célèbre Mistra, ô la merveilleuse ville fantôme, située dans un cadre extra. Avouons que les Francs avaient du goût pour trouver les sites et on reconnaît bien là le génie de Guillaume de Villehardouin, encore lui dont nous avons déjà parlé à propos de Monemvasia. C'est lui en effet qui construisit le nouveau château en 1249 pour contrôler la région. Mistra fut pendant 2 siècles un haut lieu des arts, des lettres et de la philosophie avant de tomber aux mains des Turcs en 1460. Mistra connut d'autres conquérants, les Vénitiens, puis les Turcs à nouveau, pour finir par être incendiée par les Russes puis par les Albanais. Alors la cité déclina vite, et seules les églises témoignent désormais de cette période fastueuse. L'église et son clocher présentent une combinaison de style byzantin et d'influence gothique. Église Saint-Nicolas. Muséum ou Evangelistria. Métropolis Saint-Théodore. Le monastère de Pantanassa est encore habité par des religieuses. L'église et son clocher présentent une combinaison de style byzantin et d'influence gothique.
Les nobles du village habitaient dans la partie haute de Mistra. En partant de la porte basse, nous visitons le palais épiscopal. Après la visite de beaux couvents, nous arrivons au monastère de Péribleptos, qui date du XIVe siècle. Ensuite, petite chapelle Saint-Christophe, fresque de fleurs.